Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce jour, mardi 20 novembre 2018. Double célébration, vous le savez. L'ère culturelle Batonou célèbre la Gani et les musulmans du monde entier se réjouissent pour l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet, bien sûr, le Maouloud. Bonne fête à tous et merci de nous préférer. Nous nous rendons tout de suite au ciel pour y découvrir la météo de demain. Bonsoir aux populations d'Aplaroué. Dans le Koufo, le grand rendez-vous se poursuit. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. Les festivités pour la Gani ont bel et bien démarré à Niki, une fête séculaire qui puise son essence dans le royaume de Niki. Avec l'espère, on revient sur l'historique de cette fête et comment véritablement se déroulent les festivités. Le ronflement ne concerne pas que les adultes. Et oui, les enfants aussi ne sont pas du reste. Est-ce une maladie? Les parents devraient-ils s'en inquiéter? Restez avec nous pour le savoir dans Nature et Bien-être. Comment réduire le nombre de victimes sur nos routes? Une question qui revient incessamment à chaque journée des victimes de la route. On s'y penche dans la rubrique Autant savoir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et vous le savez, c'est Amandine Agnambossou qui est avec nous ce soir. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Dans le journal ce soir, le Maouloud, l'événement est commémoré ce 20 novembre. Il correspond à la naissance du prophète Mahomet. On parle également dans le 1945 de la pneumonie, une maladie causée par un certain nombre d'agents infectieux, mais qui peut être prévenue. Le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. L'édition 2018 a été placée sous le thème « Quand la nature nous appelle ». Nous allons nous intéresser aux toilettes publiques et à leur entretien. Eh oui, c'est toujours important de savoir entretenir cette toilette. Amandine Agnambossou, on a hâte de vous retrouver à 19h45. Le grand rendez-vous, à proprement dit, peut démarrer. Le premier plateau à présent expert. Historique et importance en fait de la Gani. On en parle avec notre invité sur ce plateau, Moumouni Biosanda, sociologue de développement et natif de Niki. Comment vous allez? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça n'a pas été facile parce que c'est sûr que vous auriez dû être à Niki en ce moment. Oui, normalement. Votre cœur bat avec les populations de Niki, certainement. Bon. Alors là, nous sommes le soir. Niki a bien célébré la Gani. La Gani a démarré. Dites-nous un peu, c'est quoi la Gani véritablement? Ok. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter cette fête culturelle et une fête identitaire qui se célèbre tous les ans à Niki.
Donc, la fête de la Gani, c'est une fête traditionnelle, culturelle et identitaire qui est célébrée tous les ans à Niki et dans les autres chefferies traditionnelles de l'aire culturelle Batonou. Donc, pour dire que c'est Niki qui donne le top de cette célébration de la Gani. Donc, voilà, et tout le reste maintenant se fait dans les autres chefferies traditionnelles. D'accord. Oui. Déjà, dites-nous, hein, quand on dit Gani, oui. Gani veut dire quoi? Et c'est dans quelle langue véritablement? Voilà. Par rapport à la signification du mot Gani, c'est un mot qui vient d'origine d'Indi. Quand on dit Gani, ça veut dire danser en Dindi. Donc, c'est vrai, il y a plusieurs explications par rapport à l'étymologie, mais de commun accord, on retient quand même que lorsqu'on parle de la Gani, ça renvoie à danser, qui veut dire célébrer. Célébrer quoi? C'est comment dit-on? C'est le fait que le peuple Batonou a échappé à l'islamisation parce qu'ils étaient poursuivis par par Mahomet et ses disciples pour les contraindre à l'islam. Et c'est dans cette poursuite, ils se sont arrêtés en temps pour célébrer la naissance du prophète et les autres en ont profité pour avoir un peu plus de la distance sur eux. Et c'est cette façon-là aujourd'hui qu'on célèbre cette victoire qui est célébrée aujourd'hui, qui à travers les réjouissances populaires, à travers des grands moments cultuels et culturels, qu'aujourd'hui on parle de la Gani. De la Gani. Alors, ce qui est surprenant et très intéressant, c'est qu'au même moment qu'on parle d'affranchissement par rapport à l'islamisation, chaque année, c'est toujours le jour où on fête la naissance du prophète Mahomet. C'est justement ce jour-là qu'on célèbre la Gani. Les deux événements ne se sont jamais dissociés. Effectivement, et c'est d'ailleurs ce qui crée parfois la confusion. Et on pense que la Gani est une fête musulmane. Non, la Gani n'est pas une fête religieuse, c'est une fête purement traditionnelle qui est célébrée et le 12e jour du 3e mois lunaire qui correspond exactement à la date de naissance du prophète Mahomet. Donc, c'est ce qui crée cette confusion. Parce que dans la Gani, dans sa célébration, il n'y a aucune activité religieuse pratiquement qui se déroule. À part l'obligation qui est faite au roi d'aller saluer l'imam. Oui, en dehors de ça. Est-ce que c'est une obligation? Parce que chaque année, il passe par là. Oui. C'est la première étape d'ailleurs. Oui, c'est la première étape. C'est le premier site que le roi, au cours du parcours rituel, c'est le premier site que le roi visite, c'est chez l'imam, pour avoir bénéficié aussi de ses prières. Donc, c'est une visite de courtoisie. C'est une visite de courtoisie, mais qui relève de la tradition. Donc, c'est ce qui se faisait depuis. D'accord. Donc, c'est ce qui crée parfois cette confusion. Sinon, les autres pratiques n'ont rien de religieux. C'est des pratiques purement traditionnelles. Alors, revenons sur le parcours, parce que quelqu'un d'autre vous dira que la Gani, c'est en quelque sorte une balade royale. Le roi se promène d'un site à un autre à travers un parcours rituel, comme vous l'avez dit, bien défini depuis des lustres. Revenons un peu sur le reste du parcours. Quand il quitte chez l'imam, quelles sont les autres étapes? Ok, merci beaucoup. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le premier site que le roi, lors de son parcours, visite, c'est chez l'imam, où il reçoit les prières de l'imam et ses associés. Après, chez l'imam, lorsqu'il quitte de chez l'imam, il va à un site qu'on appelle Tonya Kubakaru. C'est un site qui abrite aussi un certain nombre des ancêtres, mais qui font partie des grands rois aujourd'hui, qui font partie des grands rois de l'histoire du royaume. Donc, il va pour aussi bénéficier des prières de ses défunts. Donc, après ça, le troisième site, c'est le site de Dankiro, où il y a deux tombeaux de deux frères qui ont disparu mystérieusement à cet endroit-là, qu'on appelle Dankiro. Donc, à cet endroit, il y a deux tombeaux
d'une sœur et d'un frère. D'un frère. Donc, le quatrième site que le roi visite, c'est Batiarou. C'est un site qui abrite aussi la tombe d'un grand roi, d'un grand prince, un grand prince de renommée, qui a vraiment combattu pour le royaume. Et c'est lorsqu'il quitte là maintenant qu'il va au palais royal de Dari, qui est un palais d'une dynastie du royaume de Niki. Oui. Donc c'est un palais qui appartient à une dynastie, mais qui aujourd'hui est devenu un musée. D'accord. Même si beaucoup il reste y va à quand faire. même, malgré que Oui, c'est un il musée. va, oui, c'est un musée parce Oui. que à cet endroit, nous avons les tombes des rois de cette dynastie qu'on appelle la dynastie des Lafiarou. Est-ce que cette dynastie existe toujours? Oui, c'est d'ailleurs cette dynastie qui est actuellement au trône. Au trône, Oui, d'accord. c'est cette dynastie donc, en qui est quelque sorte, pour le roi, roi. cette fois-ci, Oui, aujourd'hui, c'est oui. presque un retour aux sources. Oui, c'est ça. Donc, parce que c'est là que j'ai beaucoup de ces anciens défunts. Donc, après ça, maintenant, il retourne à la cour royale pour recevoir les bénédictions des tambours sacrés. Oui. Donc, il fait un tour au niveau de la cour royale où les trompettistes, les joueurs de tambours sacrés vont commencer par jouer. Avec les loges, avec les loges, oui, et avec tout ça. les loges du roi. Et c'est après maintenant qu'il quitte pour aller à un dernier site qu'on appelle Banquilo. C'est aussi un site qui abrite un grand roi qui a été vraiment très important dans l'histoire du royaume. Donc pour aussi faire ses prières et bénéficier de son appui dans la gestion du royaume. Et une fois maintenant fini, il retourne encore à la cour royale pour bénéficier une fois encore des festivités et maintenant aller s'installer dans sa case ronde pour maintenant là, il commence par recevoir. Et c'est là maintenant, c'est une fois installé à la cour royale. Mais je tiens à souligner, avant d'aller à la cour à la case ronde, il y a un rituel qu'on appelle la toilette rituelle. Donc il bénéficie d'une toilette rituelle pour se purifier avant de rentrer dans la case ronde où l'attend déjà la reine-mère qui est considérée comme la sœur du roi. La reine-mère, oui. Pas sa femme, non, mais pas la sa sœur femme. du roi. C'est la sœur du roi. C'est la sœur du roi. Oui. Donc, et c'est après maintenant que nous passons au passage devant les tambours sacrés. Et c'est le roi qui donne le top. D'accord, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on puisse relever. Je ne sais pas si avec le réalisateur, on peut revenir sur ces images-là. La plupart du temps, on voit que le cheval est très important tout au long du parcours. Le roi, il est obligé d'y aller étape par étape à d'autres chevals. On a quand même eu des rois de certain âge qui avaient du mal. Comment est-ce que c'est obligatoire? En quoi le cheval est si important tout au long du parcours? Ah oui, le cheval, c'est un animal de prestige et qui est très important pour un prince. Un prince n'est vraiment prince que lorsqu'il a un cheval qu'il élève. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, un prince qui a un cheval, pour le cheval, parfois, le cheval est même plus important que sa femme. Oui. Pour le prince, le cheval est d'ailleurs sacré, puisque c'est un animal de prestige pour lui. Et c'est ça qui lui permet de s'affirmer en tant que Wasangari, en tant que prince pouvant participer à ça. Alors, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas que les Wasangari, on n'a pas que les princes. D'ailleurs, je crois que vous avez la tenue qui va avec, le couvre-chef comme on le met. Et comment on appelle la tenue? Oui, c'est le taco. Le taco. Oui. Et ça se porte forcément comme ça. Oui. Avec le chapeau. Avec le chapeau, dont les positions ont une signification. Et là, ça signifie quoi exactement? Bon, là, ici, ça veut dire que je peux postuler pour être aussi un dignitaire, de l'étape de dignitaire. On vous encourage, à devenir dignitaire. Merci beaucoup. Dites-nous, vous, en tant que Wasangari, fier de cette culture-là, est-ce que vous avez l'impression que cela va perdurer à travers le temps? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir léguer cette tradition-là et à la génération qui viendra après vous? Ok, vraiment, je crois que la Gani est célébrée aujourd'hui, ça fait plus de 16 siècles. Donc, ça veut dire que c'est
une fête culturelle, identitaire, qui a duré dans le temps et qui, à travers certaines dispositions, ne peut pas aujourd'hui disparaître du jour au lendemain. Parce que ça fait partie de nos réalités, ça fait partie aujourd'hui de notre identité. Ça fait partie de l'identité culturelle Batono et Wassangari. Donc, ça va être vraiment difficile que cette fête-là disparaisse du jour au lendemain. D'accord, là j'ai l'avis du natif de Niki. Mais dites-moi en tant que sociologue, est-ce que pour vous ce genre de fêtes identitaires, c'est des fêtes qui sont à encourager pour justement ramener tout le monde autour d'une même idéologie, autour des mêmes valeurs? Ok, bon, je crois que la culture, c'est ce qui nous permet de nous identifier, de savoir d'où est-ce qu'on vient. Et lorsqu'on la perd, on perd tout. Donc, par conséquent, la Gani est une fête qui, déjà à l'origine, permet d'identifier le Wassangari. Parce que c'est d'ailleurs au cours de cette fête-là que nous avons le baptême princier qui permet à un prince Wassangari d'avoir un nom princier. Un nom de prince. Un nom de vous prince. Vous avez un nom princier? Bon, partagez-le avec nous, ne nous laissez pas dans le doute. Ok, bon, sinon, moi, je n'ai pas encore un nom. Le baptême princier, c'est pour quand? Il faudra nous inviter. C'est pour bientôt, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. D'accord. Oui, donc, je crois que c'est une fête qui nous permet aujourd'hui de nous identifier en tant que Wassangari, en tant que Batono, parce que cette fête relève de la culture Batono. Donc, il est quand même important que beaucoup de choses soient faites et que ceux-là qui se réclament de cette ère culturelle, qui se réclament de la lignée des Wassangari et Batono, puissent vraiment intégrer cette fête à travers leur participation, leur apport de tout genre pour que cette fête-là puisse connaître un essor vraiment très favorable. Ce qui est surprenant, si vous permettez, ce qui est surprenant, Moumouni Biosanda, nous rappelons que vous êtes sociologue de développement, c'est que depuis ces 16 siècles, la célébration en elle-même n'a pas véritablement changé. Donc, ça se comprend pas parce qu'on se dit avec les mutations, avec la civilisation, aujourd'hui on parle de mondialisation et pourtant elle reste elle-même. Comment est-ce que vous avez pu la conserver et la préserver de toute mutation? Justement, toute pratique culturelle dit de la pérennisation de ses acquis. La Gani est une fête culturelle qui relève de la culture Batono. Donc, on ne saurait modifier la façon dont cette fête se célèbre et parler de la tradition. Parce que lorsqu'on parle de la tradition, c'est ce qui se faisait et qui continue par ce qu'on te fait. Et le mot Bariba définit bien le mot tradition. Quand on dit déma, ça veut dire c'est ce que je suis venu trouver. Donc, je ne modifie pas ce que je suis venu trouver, je le laisse tel qu'il est pour que cela constitue mon identité, cela constitue ma fierté et mon être culturel. Merci à vous, Moumouni Biosanda. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous nous avez fait voyager. On n'était pas à Niki, mais on est de cœur avec toute la population de Niki et tous ceux qui se sentent de l'air culturel Batono. Bonne fête de la Gani à vous. Nous passons à présent à un autre plateau. Autant savoir. Voilà, nous retrouvons sur ce plateau Victor Ati-Onkpe, il est promoteur d'auto-école. Bonsoir, monsieur Ati-Onkpe. C'est un plaisir de vous revoir encore sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse à comment réduire véritablement le nombre de victimes de la route. Avant tout, dites-nous, est-ce que c'est possible qu'on en arrive à la réduction du nombre de victimes sur nos voies? Réduire est évidemment possible. Et c'est peut-être demander qu'il n'y ait pas du tout d'accidents de circulation, c'est cela qui sera impossible. Mais on peut réduire de façon importante le nombre des accidents de circulation.
Alors, cette réduction passe certainement par un certain nombre d'aptitudes à développer. Dites-nous un peu plus. Il faut dire que pour réduire les accidents de circulation, il faut agir sur les différents facteurs intervenant dans la chaîne de sécurité. Les différents acteurs. Donc, on rappelle d'abord les facteurs. Les acteurs de la chaîne de sécurité, c'est d'abord l'individu lui-même qui va apprendre le code de la route. L'individu, sa famille, les structures privées chargées de la formation, les auto-écoles par exemple. Et au niveau de l'administration, nous avons les structures chargées d'organiser le permis de conduire, l'examen de permis de conduire, et les structures chargées de concevoir, de fabriquer les routes, les structures chargées de leur entretien aussi, les structures chargées du contrôle du comportement sur la route, tels que les policiers, le CNSR et les services chargés du contrôle de l'état du véhicule, le CNSR toujours, vous voyez, et les ONG qui interviennent dans la sensibilisation, l'État central aussi à travers une politique, tous ces facteurs, tous ces acteurs doivent essayer de revoir ce qu'ils ont l'habitude de faire et pour corriger. S'ils n'avaient pas l'habitude de faire un certain nombre de choses, c'est l'occasion de revenir dessus pour réduire effectivement le taux d'accident de circulation sur la route. D'accord, alors on est heureux de vous avoir sur ce plateau puisque vous êtes promoteur d'auto-école et que vous êtes également un acteur de toute cette chaîne que vous venez de citer. Commençons par les promoteurs d'auto-école. Qu'en est-il de la formation de ces conducteurs-là qui se mettent sur la voie? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer en termes de formation? Bien évidemment, madame, il y a assez de choses à améliorer au niveau de nos centres de formation. Et il faut que le moniteur, qu'il transmette le savoir comme cela se doit et qu'il améliore son centre de formation et les outils de travail, les véhicules et surtout, de demander les moyens qu'il faut pour que la formation soit sérieuse. Parce que ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que les gens, en vue de gagner facilement de l'argent, demandent un peu d'argent pour attirer la clientèle et ne vont pas là où il faut aller dans la formation. Je veux dire simplement que les gens peuvent attirer les gens en proposant de payer, de baisser les tarifs de formation. Et finalement, ils ne font rien et ils banalisent la chose. Et puis, au finish, ils s'arrangent et pour que l'élève réussisse. Et finalement, le type, il va s'aventurer sur la route. Sans maîtriser grand-chose. Sans maîtriser grand-chose. Ce n'est pas sur la route qu'il faut aller s'essayer. Parce que là, ça devient dangereux. Il faut avoir fait l'essai, il faut avoir maîtrisé le véhicule, il faut avoir dominé le véhicule. Et sur la route, on se comporte comme cela se doit en respectant les signalisations, les règles de circulation et en développant la vigilance et la prudence. D'accord. Mais déjà, dites-nous un peu, est-ce que le nombre d'heures de formation, le nombre d'heures de conduite qui sont obligatoires pour l'apprenant, est-ce que ça lui permet véritablement de pouvoir apprendre et d'être à même de pouvoir affronter la circulation? C'est tout ça qui fait le problème. À partir du moment où vous avez payé un prix très bas, on ne peut pas passer assez de temps à vous former. Il faudrait combien d'heures normalement? Normalement, selon la norme internationale, il faut minimum 20 heures de conduite avant qu'on ne vous présente à l'examen. Minimum 20 heures de conduite. Mais ici, ce que nous pratiquons très souvent, c'est autour de 15 heures. Vous voyez que c'est en dessous. 15 heures de conduite, ça veut dire 30 cours de 30 minutes. 30 cours de 30 minutes, c'est insuffisant. Et c'est avec ça que nous fonctionnons, ce qu'il faut améliorer. Et pour aller à 20 heures, il faut forcément payer ce qu'il faut et le moniteur doit mettre l'accent sur ce qu'il faut faire. Vous voyez, en fait, pour maîtriser la voiture, il faut que le moniteur amène l'apprenant à être sûr de lui-même, confiant de lui-même dans la voiture. Si vous voyez que l'individu a encore de la peur, il panique encore, il est réticent. Et pendant ce temps, vous l'envoyez à l'examen. Mais où est-ce qu'il ira acquérir la certitude, la maîtrise de lui-même? Ça veut dire vous l'envoyez en aventure, vous l'envoyez prendre des risques et compromettre la sécurité des autres. Là, il y a un danger. Voilà. D'accord. Là, c'est ce qui est du ressort de l'auto-école. Vous avez parlé des structures qui encadrent l'organisation du permis de conduire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à revoir à ce niveau? Parce que beaucoup de réformes sont quand même passées par là pour tamiser et qu'on soit sûr finalement de ceux qui ont le permis de conduire.
Oui, mais il y a assez d'efforts maintenant, assez d'efforts qui se font. Mais il reste encore à améliorer parce que, vous savez, nous avions eu une certaine habitude, on a toujours pitié. Vous voyez, quand quelqu'un va à l'examen pour passer le permis de conduire, lorsque c'est, par exemple, un parent, un ami, l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un directeur. Vous pensez que tous ces facteurs entrent en ligne de compte? C'est des facteurs qui jouent, puisque ici, on a déjà reçu une certaine consigne par rapport à la conduite surtout, parce qu'au cours d'aujourd'hui, les barrières sont établies, vous ne pouvez plus réussir facilement. Parce que c'est dans l'anonymat qu'on compose. Mais par rapport à la conduite, même si le type il est en train de se chercher, mais qu'on sait que c'est l'enfant d'un ministre, d'un DG qui est quelque part là-bas, l'examinateur, il ferme les yeux. Il est laxiste. Il est laxiste, il laisse faire. Mais ça veut dire que cette personne aura le permis et c'est sur la route que la personne ira à continuer le reste. Or, si on obligeait celui-là à rester encore dans l'auto-école pour mieux se former, ça se passerait autrement dans la circulation. Vous voyez, ailleurs qu'au Bénin, sinon dans les pays européens où les gens sont un peu très sérieux dans la chose, les gens font confiance au moniteur. Aucun parent ne laisse un véhicule à son enfant tant qu'il n'est pas sûr qu'il a obtenu véritablement son permis de conduire. Et ça suppose que là-bas, le moniteur a fait son travail. Ça veut dire qu'on n'a pas banalisé la chose. Mais ici, on peut avoir le permis de conduire sans véritablement maîtriser la chose. Donc, au niveau de ceux qui délivrent le permis, il y a encore un travail à faire. C'est vrai, il y a assez d'efforts qui se font, mais on peut faire mieux. D'accord. Mais est-ce que pour vous, le permis de conduire à point, comme ça se fait ailleurs, c'est-à-dire un permis de conduire que vous pouvez perdre après avoir commis certaines dérives en circulation, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on en arrive là? Que le permis ne soit pas éternel et qu'on puisse peut-être le remettre en cause? Il faut en arriver là, mais avant, il faut travailler sur notre mental, sur notre façon de faire. Parce que si on ne le fait pas, on va encore tomber dans certaines dérives, à tous les niveaux. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus les policiers qui sont dans la circulation. On circule librement. Vous allez constater ça. Mais si il y avait des policiers et que, pour certains, on retire le permis et pour d'autres, on ne retirait pas. Vous voyez un peu ce que ça donne. On fait une frustration, c'est ça? Voilà. Donc, on peut en arriver là. Dans l'arbitraire, on peut retirer des points à certains et ne pas en retirer à d'autres. Donc, je dis, il faut travailler à tous les niveaux pour en arriver là. Mais c'est nécessaire parce que lorsque vous ne respectez pas les règles de signalisation, les règles de circulation et les signalisations routières, il faut qu'en principe, on te punisse pour que tu changes de comportement. Que tu te dises, bon, le fait de n'avoir pas respecté le panneau stop, par exemple, qui m'entraîne moins 4 points, parce qu'ailleurs, c'est 12 points au total. Vous avez 12 points qui sont affectés au permis de conduire lorsque vous avez votre permis de conduire. Le simple fait de n'avoir pas observé le panneau stop ou le feu rouge, ça vous fait moins 4 points. Il vous reste que 8 points. Hein? Il vous reste que 8 points. Vous voyez, ça veut dire que le simple fait de n'avoir... Alors qu'ici, dans ce que nous avons constaté à la pratique, les panneaux stop ne sont pas respectés. Ils sont brûlés allègrement. Au contraire, lorsque tu tentes de respecter le panneau stop, celui qui est derrière toi a tendance à te cogner parce que lui, mais qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu lui perds du temps. Donc, il faut ramener tout ça. Tout ça là, par exemple, on peut amener progressivement les agents de sécurité à travers les agents municipaux à s'intéresser à ça. Lorsque quelqu'un ne respecte pas le feu rouge, qu'on l'interpelle. Et même si le simple fait de lui faire passer du temps, perdre du temps là, ça le corrige déjà. Ça l'amène à se corriger. Mais puis s'il était pressé, maintenant vous le faites perdre quelques temps, ça veut dire que déjà c'est agir sur lui. Maintenant ensuite, il faut aller tout doucement, progressivement, donc comme vous l'avez souhaité, au permis à point. Et puis même si on ne retirait pas les 4 points comme ça se fait ailleurs, même si c'est 1 point qu'on commençait à retirer sur les 12, ça fera effet parce que si vous en arrivez à perdre pratiquement le tout, il faut encore repartir à l'auto-école après avoir passé devant une commission. Si. Qui vous écoute voilà. Pour comprendre un peu comment vous en êtes arrivé là. D'accord. Alors maintenant, revenons un peu à ce qui revient à l'entretien de nos voix parce que parfois, c'est la voix qui pose problème. Tout à fait. L'entretien de la voix revient généralement aux mairies, c'est-à-dire à la... Ça dépend de la voie.
Ça dépend de la voie. Oui. Il y a une partie qui revient à la direction des routes et ouvrages d'art, c'est les parties qui sont en dehors des villes. C'est ça qui revient donc à la direction des routes et ouvrages d'art. Il faut que chacun joue son rôle. Les routes sont gâtées, il faut les réparer. Les nids de poules. Les nids de poules sont... Et là, quand ça arrive, malheureusement, bon, les victimes ne savent pas qu'il y a une part de responsabilité des responsables des mairies. Il faut les interpeller, il faut les assigner, et comme ça, ils sauront que quand il y a des nids de poules, il y a des routes qui sont gâtées, des caniveaux qui sont pratiquement laissés comme ça. Ciel ouvert. Il faut les fermer pour éviter donc d'aggraver les chutes en cas d'accident. Alors pour vous, tous les acteurs doivent normalement se reprendre en main. Ah oui, mais puisque c'est une chaîne, c'est toute une chaîne. Et tous les éléments, tous les maillons de la chaîne doivent pouvoir agir. Si un élément de la chaîne est malade, il y a problème. Nous devons nous donner la main, chacun travaille de façon consciencieuse pour réduire sérieusement les accidents de circulation. Vous voyez, un véhicule dont on a fait la visite technique, vous savez que le pneu est usé ou que le frein est défaillant, vous laissez. Et dans la circulation, au moment de freiner, le véhicule ne répond pas. Il y a des motocyclistes qui sont devant vous, vous irez directement les écraser. Si. Mais à quoi ça sert? Or, si on avait fait la visite technique correctement, que l'individu même savait ce que cela pouvait causer sans frein, il aurait pu prendre les dispositions. Parce qu'ailleurs aussi, on trompe les agents du Centre national de sécurité routière. Les gens passent des pneus. Ils passent, il faut semblant. Et dans la circulation, se retrouve un pneu qui n'est pas le sien. Un pneu qui est usé, voilà. D'accord. Merci, Monsieur Victor Atiouper. Vous êtes promoteur d'école et avec vous, on a compris que tous les acteurs au niveau de la circulation sont interpellés véritablement pour que le nombre de victimes sur nos voies puisse se réduire et être réduit véritablement. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nature et bien-être s'installe à présent avec Heureuse et son invité. Voilà comment s'y prendre quand l'enfant ronfle. C'est de ça qu'on va parler avec Heureuse Danondé et son invité. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Il survient pendant le sommeil. Le ronflement est un bruit rauque plus ou moins fort dû à des vibrations anormales du pharynx lors de l'inspiration. Pour les médecins, le ronflement n'est pas normal chez l'enfant. Mon enfant ronfle, ça veut dire qu'il dort bien. C'est complètement faux. Chez un enfant, le ronflement n'est jamais normal. Il peut y avoir des ronflements passagers. Bon, quand un enfant, par exemple, est un peu enrhumé, il peut ronfler de façon passagère. Mais quand le ronflement devient chronique, persistant, là, il faut commencer à se poser des questions. Et surtout encore quand le ronflement s'accompagne, par exemple, de difficultés de respirer. Parfois, il y a des enfants qui dorment, qui ronflent, et parfois on a l'impression que leur respiration s'arrête. Ou bien parfois l'enfant se réveille en plein sommeil. En ces moments-là, il faut commencer à se demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus grave? Il est parfois causé par un simple rhume ou une prise de poids chez l'enfant. Toutefois, les cas critiques existent sous plusieurs formes. Les causes les plus fréquentes et qui sont les plus sérieuses, c'est quand par exemple des enfants ils ont soit des grosses amygdales ou des végétations. Les végétations, c'est des ganglions qui poussent derrière le nez, qui bouchent le nez. Et c'est les causes les plus fréquentes. Et ces causes-là font que l'enfant, quand il dort, il ne respire pas bien du tout. Ça crée après des difficultés d'apprentissage parce que c'est un enfant, il se réveille le matin, il a dormi, mais c'est comme si son cerveau n'a pas dormi. Donc il va s'endormir facilement, même à l'école, l'enfant va s'endormir facilement. Ça fait que sur le plan de l'apprentissage, c'est difficile. C'est des enfants qui vont souvent faire pipi au lit, souvent. Et parfois, si ce n'est pas pris en charge, ça peut donner même des malformations, ça peut donner des déformations au niveau de la face. Et généralement, quand on a ces causes, il faut consulter un ORL. Et si c'est confirmé, il faut aller opérer. Pour les médecins, un ronflement détecté plus tôt peut être soigné. Détecté plus tard, sa prise en charge devient coûteuse. Mais il rassure qu'on peut en guérir sans séquelles. Prendre en charge un ronflement, notamment sur le plan ORL,
notamment une pathologie des végétations adénoïdes qui bouche le nez, des amygdales très grosses qui bouchent la gorge. C'est l'une des chirurgies les plus simples en ORL, les plus faciles. Et il faut rassurer les parents, généralement c'est une chirurgie où il n'y a même pas de plaie. Très souvent on opère l'enfant le matin, le soir il rentre chez lui, celui qui le voit ne sait même pas qu'on l'a opéré. Même si le ronflement touche plus d'adultes, chez certains enfants, il est aussi présent. Pour les spécialistes en ORL, lorsque le parent est un fumeur, le risque de ronfler est augmenté de 60% chez l'enfant. Yasmine Damata et ses statistiques, vous savez dorénavant ce qu'il faut faire, hein? Éviter les partenaires qui fument. Ça pourrait avoir des conséquences sur votre enfant, c'est ce que Yasmine Damata nous dit dans son reportage. On la remercie d'ailleurs pour avoir relevé le fait. On en parlera avec l'expert de Rose Danondé. Rose Danondé, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Alors avec vous, on s'intéresse au ronflement chez l'enfant, comment s'y prendre, et vous recevez justement à ce propos Alexis Dos Santos, médecin ORL. Bonsoir. Bonsoir. Un plateau que vous retrouvez avec plaisir, j'espère. Absolument, c'est un plaisir. D'accord. On va y aller. Bien sûr, heureuse. Vous connaissez des gens qui ronflent? Oui, je connais beaucoup de personnes qui vous ronflent. ronflez? Dans ce studio. Heureuse d'Anondé, quand même, on c'est demande une question. pas ça. Un tout petit peu, je ronfle un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui, un peu Bon, seulement. le médecin vous dira que une personne sur deux ronfle. Absolument. Donc, je ne suis pas malade. Si on tout petit, si plus de la moitié de la population mondiale ronfle, je ne suis pas malade. Mais voilà, mais on va beaucoup plus parler des enfants, du ronflement des D'accord. enfants. Le docteur Sorrento l'a abordé tantôt. On aimerait quand même que vous reveniez sur certains aspects qu'il a eu à aborder lorsqu'on parle des causes de cette maladie. Merci beaucoup, Madame Heureuse. Bonsoir Heureuse, tout le tout monde. simplement, madame. Ah bon. Voilà quoi. Ça l'a vieilli. Hein. Ben oui. L'émission qu'elle est toujours jeune. Alors, les ronflements, c'est la ronchopathie en termes savants, mais c'est les ronflements tout simplement. C'est ce bruit-là qu'on fait quand on respire, quand on dort. Et donc, c'est parce que les tissus mous de la gorge sont mis en tension et pas l'air respiratoire. Et donc, comme on l'a dit déjà, un sujet sur deux ronfle, surtout quand on est plus âgé, à partir de 40 ans. Mais c'est pour tout âge. Tous les âges sont concernés. Et donc, le ronflement, en tant qu'il y a un ronflement passager et qui n'est pas inquiétant. Sachez que n'importe qui peut avoir un petit rhume et ronfler. Et là, il ronfle pendant 2-3 jours et ça passe. Ce n'est pas inquiétant. Mais par contre, quand on ronfle, il y a des éléments qu'il faut rechercher. Mais si tu ronfles, tu n'es pas conscient. C'est ceux qui sont autour de toi qui peuvent peut-être alerter. Le rôle du partenaire ou du parent à côté est vraiment fondamental, effectivement. Celui qui ronfle ne sait même pas qu'il ronfle. Voilà. Oui. Absolument. Oui. Donc, c'est important que nous surveillions un peu nos enfants et nos parents sur le type de ronflement. Est-ce qu'ils ronflent? Comment ils ronflent? Il y en a quand ils ronflent, même au bout du couloir, dans l'autre chambre, on sent ça vraiment. Déjà au portail, vous sentez. Voilà, un ronflement peut aller habituellement jusqu'à 40-50 décibels. C'est le son de l'intensité de ma voix quand je parle comme ça. Mais chez certains, ça va très très fort, comme un camion qui ronfle à côté de vous. Et il faut absolument qu'on soulage. Et il n'y a pas que l'intensité, ça c'est juste un exemple. Ça peut être faible et cacher des maladies. Ok. Ah, D'accord. Donc il peut s'agir. Donc quand c'est grave, quand c'est très intense, il faut en parler parce que peut-être qu'il y a beaucoup de ronflements sont curables. Ok, Donc c'est la bonne nouvelle. Donc quand on s'inquiète, il faut venir. Un truc très important à suivre que je recommande à tout le monde, c'est de rechercher ce qu'on appelle les apnées du sommeil. C'est-à-dire? Pendant que l'enfant ou l'adulte, peu importe l'âge, dort, il y a des moments où il y a des pauses respiratoires. Vous voyez que le ronflement s'est arrêté. Et quand vous regardez, la respiration s'est arrêtée. Habituellement pendant quelques secondes, plus de 10 secondes, pouvant aller jusqu'à 60 secondes. Et donc, quand il y a des pauses respiratoires de ce genre, on appelle des apnées du sommeil, c'est vraiment important qu'on investigue pour savoir exactement c'est quoi le problème. Pourquoi il a cessé de ronfler? Même si c'est périodique, ces apnées, ça peut être amené à un taux répété et ça fatigue. Dr Sorrento l'a dit dans le reportage. Quand on ne dort pas bien, mais il y a la somnolence
le lendemain. Donc, ça fatigue celui qui ronfle ou celui qui dort à côté de celui qui Mais ronfle? les deux. On a parlé tout à l'heure dans le reportage d'avant des accidents de circulation, mais celui qui ne dort pas bien la nuit, il est fatigué et quand il prend le volant, il est à risque de faire des accidents. Donc c'est important. Il ne maîtrise pas tous ses réflexes. Ceux qui ronflent sont beaucoup plus sujets à faire des accidents. Alors, ceux qui ronflent font des réveils, des micro-réveils, ça s'appelle. Ils ne s'en souviennent même pas, mais ils font des petits réveils continus dans la nuit, ce qui fait qu'au final, leur sommeil n'est pas réparateur. Il n'est pas profond, au fait. Ils se réveillent, ils sont fatigués. Et ça se passe de la même manière pour chez tous les ronfleurs? Oui, absolument. À tout âge, lorsqu'il y a des micro-réveils, et la récupération n'est pas bonne. C'est les enfants, par exemple, vous allez constater qu'ils ne travaillent pas bien à l'école. Et on se demande, mais pourquoi? Et le maître se plaint qu'il dort tout le temps. Et voilà, c'est seulement à la récréation, parce qu'il se lève, que tout va bien. D'accord, mais est-ce que déjà, dès la naissance, on peut déjà savoir que ce nouveau-né sera ronfleur ou va ronfler? Alors, le plus simple, c'est de voir s'il ronfle. C'est quand même plus simple. Parce que c'est facile à diagnostiquer. Et au-delà de ronfler, je recommande à chaque parent d'observer. Actuellement, même avec nos smartphones, on peut mesurer, on peut enregistrer. Vous pouvez décider d'enregistrer le temps de sommeil, 2 heures de sommeil de votre enfant. Et pendant la journée, vous visualisez, vous écoutez tranquillement. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des apnées du sommeil? Et vous corrélez ça avec la vie de l'enfant en journée. Parce qu'un enfant qui dort mal, vous savez, on passe le tiers de notre vie à dormir. Et encore plus chez les enfants. Donc, c'est important. Vous avez 30 ans, c'est que vous avez passé 10 ans à dormir. Donc, c'est quand même une activité importante à superviser. Mais... Oui. Moi, je me demande, souvent on dit que quand on est fatigué, on ronfle. Il y a des personnes qui ne ronflent pas habituellement, mais quand ils sont vraiment fatigués, ils ronflent. Est-ce que c'est vrai? Absolument, c'est vrai. Et ça, c'est un ronflement qui n'inquiète pas. Parce que pendant qu'on est fatigué, le tonus musculaire baisse et donc les muscles se relâchent et ça fait que le vent de la respiration rentre dans ces muscles et ce tissu mou, un peu comme les voiliers d'un navire qui prennent le vent. Donc ça claque et c'est ça le ronflement. Donc quand c'est passager, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Tout le monde peut ronfler de manière passagère, ce n'est pas une maladie. D'accord, mais aujourd'hui, les enfants qui ronflent, les parents ne le savent pas. Dans un pays à fort taux d'analphabète, on va déposer l'enfant dans la chambre, on est au dehors, on poursuit les travaux domestiques. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Déjà chez l'enfant? Alors, il faut déjà surveiller. On ne peut pas déposer l'enfant ailleurs, il faut surveiller. Il faut un adulte pour surtout avec les télénovelas, c'est encore un autre problème. Voilà. Et donc, lorsque vous sentez que le bruit respiratoire la nuit est intensif, il vaut mieux venir, comme mon collègue l'a dit, chez les enfants, il y a des amygdales grosses ou des végétations qui sont tout à fait curables. C'est des chirurgies tout à fait maîtrisées, simples. Mais quand vous parlez chirurgie, ici en Afrique, principalement au Bénin, aucun parent n'a envie de faire opérer son enfant pour un ronflement. Et on aime, voilà, vous faites bien de le dire. Pourtant, s'il n'opère pas, l'enfant a tout à perdre en fait, parce que l'oxygénation cérébrale est moins bonne, vu que l'enfant respire moins bien, et il y a des risques d'apnée. Et quand ça continue de manière chronique, il y a des retentissements sur le cœur. Chez l'adulte, il y a beaucoup de cas qui donnent des hypertensions ou même des accidents vasculaires cérébraux. Suite à des ronflements? Suite à des ronflements répétés. Et donc, on a beaucoup plus à perdre si on ne vient pas chercher les bons soins. Mais très rapidement, quel est le lien entre le ronflement et la fumée de la cigarette? Oui, dans le reportage, Yasmine l'a dit. Oui. C'est que ça chute, on ne comprend pas. Là. Voilà, chez l'enfant, vous comprenez bien, c'est du tabagisme passif. C'est-à-dire, quand ses parents fument, l'enfant qui est là présent quand même ingurgite. Et donc, cette air et cette atmosphère polluée irrite beaucoup plus la muqueuse. La muqueuse de l'oropharynx, de la gorge. Et donc, cette irritation fait que ça s'épaissit plus facilement. Et merci, chez l'adulte, il y a ça, il y a l'alcoolisme, le tabagisme
Et le surpoids et tout ça sont des facteurs qui peuvent contribuer au ronflement. Merci docteur, merci Rosa Nandé. Alors on poursuit la série avec M. Dos Santos, d'accord. Et Amandine Agnambassou qui s'impatiente, ne vous inquiétez pas, on sait que l'heure du journal est sacrée. On vous retrouve et on vous laisse l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une date, le 20 novembre 2018, la communauté musulmane commémore la naissance du prophète Mahomet, une célébration pleine de sens. Vous aurez les explications dans cette édition. Infection respiratoire aiguë, la pneumonie affecte les poumons. Sa cible préférée, les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Il sera également question des toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Leur utilisation nécessite un entretien régulier. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, nous dira notre reporter qui est allé faire le constat. Merci de votre fidélité. La communauté musulmane commémore ce jour la naissance du prophète Mahomet. Mais au-delà du côté festif, quel sens peut-on donner à cette célébration? La réponse dans cet élément de Estelle Pazou. C'est la nuit de la naissance du prophète Mahomet. Au sein de la communauté musulmane, elle est appelée Mauloud. La commémoration de cet anniversaire se justifie à plus d'un titre. Le Mauloud, c'est une commémoration qui se fait pour rappeler la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif de la célébration, c'est d'abord de rappeler aux uns aux autres que Dieu a dit au prophète Adam, après sa création, que lorsque Mahomet sera sur la terre, il amènera la rahma, ce qu'on appelle la miséricorde. Et ainsi qu'il a été dit dans le Coran, le prophète Mahomet est venu au monde avec sa miséricorde. Dès lors, les peuples de pécheurs ne sont plus exterminés. À l'instar de toute la communauté musulmane du monde entier, les musulmans du Bénin se font la noble obligation de commémorer cet événement heureux de leur religion. Et ceci de plusieurs façons. Les musulmans du Bénin célèbrent cette fête à travers plusieurs manifestations qui sont commémorées par les prêches, les rappels des règles islamiques, et permettre à ceux qui ne sont pas musulmans aussi de comprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené sur la terre. Dans toutes les contrées du monde où résident des musulmans, le Mauloud est célébré intensément car pour ses fidèles, il en découle des avantages et des bienfaits innombrables. La pneumonie est l'une des nombreuses causes de mortalité infantile dans le monde. C'est une maladie des voies respiratoires qui touche les enfants de moins de 5 ans et même les personnes âgées. La sensibilisation étant meilleure au traitement, il y a lieu de mieux connaître le mal pour préserver la santé des populations. La pneumonie, première cause infectieuse de mortalité chez les enfants. 15% d'entre eux en meurent avant l'âge de 5 ans. Un enfant qui est malnutri a ses résistances naturelles qui sont faibles et donc du coup va être plus sujet à la survenue de la pneumonie. Au départ, est une infection banale, généralement c'est une petite infection des fosses nasales avec le nez qui coule, une petite toux et puis ça va rapidement progresser pour atteindre le poumon et ça va être catastrophique. Mais cette toux-là est particulièrement accompagnée d'une fièvre. Et donc c'est une toux avec une fièvre qui se fait persistante. Et puis avec l'évolution, on va assister à une difficulté respiratoire. Ce qui va faire que le décès va survenir assez rapidement, c'est le manque d'oxygène. La pathologie peut toucher aussi d'autres cibles favorites, les personnes âgées et celles atteintes d'une maladie respiratoire. Mais au-delà, certains facteurs peuvent favoriser la survenue de la maladie. Quand il va faire trop chaud dans l'environnement extérieur, le poumon va le ressentir. Quand il va faire trop froid, le poumon va le ressentir. Et c'est ça qui va se traduire souvent par des épisodes de toux inexpliqués. Mais surtout quand il y a des polluants dans l'atmosphère, ces polluants-là très vite vont être aspirés dans le poumon
à l'occasion de la respiration. Et une fois que ces polluants-là vont rentrer dans le système respiratoire, ça va fragiliser le système respiratoire et donc lorsque une infection va venir, ce système ne pourra plus se défendre et le germe va aller droit jusqu'au niveau des poumons et ça va déclencher la pneumonie. La pneumonie, si elle est détectée tôt et prise en charge de manière adéquate, peut être guérie. Mais la prévention reste l'idéal. Il est important de vacciner les enfants. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'hygiène. Nous avons parlé de l'hygiène des mains, l'hygiène du corps, se laver régulièrement le corps. Et puis, nous avons parlé de l'hygiène de l'environnement. Ceci est également important. Chez les enfants, on insiste également sur l'hygiène alimentaire, bien manger, l'alimentation maternelle exclusive, par exemple chez le bébé, pour l'aider à avoir une bonne constitution de son immunité, pour lui prévenir cette pneumonie. Et puis, lorsque apparaît une infection respiratoire, ce qui n'est pas toujours évitable, le recours rapide à l'agent de santé pour arrêter cette chaîne de l'infection qui va évoluer pour aboutir à une pneumonie. Les poumons sont le siège de la respiration. Le respect des mesures de santé permet de les préserver et de vivre longtemps. Quand la nature nous appelle, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des toilettes, un thème qui met l'accent sur la nécessité de construire des toilettes et des systèmes d'assainissement qui fonctionnent en harmonie avec les écosystèmes. S'il est vrai qu'elles ont leur place dans les résidences, il est aussi vrai que le besoin de se soulager peut se sentir à n'importe quel moment et n'importe où. D'où l'importance des toilettes publiques. Celles disponibles à Cotonou seraient souvent mal entretenues. Reportage. 100 francs pour chier et 50 francs pour pisser. Voilà les tarifs pour accéder aux toilettes publiques ici au marché d'Antokpa à Cotonou. Ces toilettes sont mises à la disposition des usagers du marché et ses environs pour répondre aux besoins essentiels de base. Les agents positionnés pour leur entretien avouent que la tâche n'est pas aisée. Tous les soirs, avant la fermeture, on nettoie proprement avant que le lendemain on reprenne service. Nous avons des difficultés parce que malgré les WC sont là, il y a les usagers qui arrivent, au lieu de chier à l'intérieur, au lieu de pisser à l'intérieur, ils pissent en haut, là, il faut l'entretenir. Et bon, il arrive des moments où d'autres, il y a des gens qui ne voient pas bien, ils arrivent, c'est toujours problème. Si, pour certains usagers, cela constitue une aide, pour d'autres, c'est un problème. Ça aussi, c'est une aide pour nous, ça va nous aider de ne pas retourner jusqu'à la maison. Non, parce que tout le monde y fréquente et il y a aussi des infections, c'est pour cela que moi je n'aime pas. Si les toilettes sont propres, je peux y aller. Dans le cas contraire, non. Nous devons être à l'aise dans les toilettes. Préserver l'environnement et offrir un cadre de vie meilleur aux populations, c'est avant tout l'objectif visé en créant des toilettes publiques. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé d'augmenter ses taux d'intervention à 3,50% selon des analystes. La baisse des prix du baril de pétrole couplée à une future hausse des taux de la Banque centrale américaine est l'une des raisons fondamentales de ces effets. Il y a également la dette internationale de quelques pays africains qui a atteint des grandes proportions, une situation qui pourrait amener les banques centrales à rehausser leurs taux pour éviter de grosses inflations monétaires. Le 5e emprunt obligataire de l'État camerounais d'environ 50 milliards de francs CFA va servir à financer 8 nouveaux projets. Dans le détail, ces fonds seront entre autres affectés à la construction du barrage de Natigal et au projet de la Société nationale de transport de l'électricité. Le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, la construction de la route Boné-Poupa, Yabassi et le projet de construction de la deuxième voie du pont Ouri à Douala vont également bénéficier de financement. Enfin, le projet de désenclavement des bassins de production agricole va recevoir une dotation d'environ 4 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Merci à vous également, Amandine Agnambossou. On vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Évidemment, le grand rendez-vous se poursuit. Nous nous rendons à présent sur la toile pour la revue de l'actualité web. La lutte contre le paludisme est au point mort, une situation qui laisse présager des jours plus sombres. C'est le constat fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport publié le lundi 19 novembre. 219 millions de cas de paludisme recensés en 2017, un chiffre sensiblement identique à celui de 2016 qui est de 217 millions. L'OMS a recensé 11 pays concentrant plus de 70% de cas. Parmi eux, 10 pays africains dont le Burkina Faso, le Ghana, le Cameroun, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Selon le rapport, ces pays concentrent à eux seuls 150 millions de cas avec 275 000 décès. Le docteur Pascal Ringwal, coordonnateur de l'unité de la résistance au département du paludisme à l'OMS, explique que la hausse de ces chiffres est due à la difficulté d'accès aux soins dans ces pays. De plus, juste la moitié de ces populations dort sous moustiquaires. Toutefois, l'OMS ne baisse pas les bras face au constat. Elle prévoit des solutions. Il faudra être plus stratégique, être à même de connaître la situation du paludisme, savoir où se trouvent les foyers d'infection, faire remonter des informations beaucoup plus précises pour mieux circonscrire et utiliser les meilleurs outils possibles dans ces pays, détaille Pascal Ringwal. Justice pour parler des 40 défenseurs des droits de l'homme détenus dans les lieux inconnus en Égypte. L'organisation internationale Human Rights Watch a dénoncé le dimanche 18 novembre l'arrestation en Égypte d'avocats et militants défenseurs des droits de l'homme. L'organisation internationale demande aux autorités égyptiennes la révélation des lieux de détention de ces personnes ainsi que la libération de ceux qui n'ont fait qu'exercer leurs droits et pour les autres, le déferrement devant un juge. Des accusations rejetées par les autorités qui indiquent que les personnes arrêtées sont accusées d'appartenir à une organisation terroriste, les Frères musulmans. Parmi les personnes arrêtées figure la fille de l'Est numéro 2 de la confrérie, Khairat al-Shatta, et son mari, ainsi que des avocats et activistes membres ou proches des Frères musulmans. Plus de 400 délégués sont réunis depuis ce 19 novembre à Libreville et ce jusqu'au 23 novembre prochain. Objectif, plancher sur les moyens à mettre en œuvre pour booster le potentiel du continent en matière d'observation de la Terre. C'est à la faveur du premier forum du programme GMES Africa. Le thème est « Débloquer le potentiel de l'observation de la Terre en tant que moteur du développement durable de l'Afrique ». Les échanges sont notamment axés sur les nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l'observation de la Terre pour un soutien à la transformation socio-économique de l'Afrique tel que stipulé dans l'agenda 2063. Un agenda qui envisage une prospérité dotée des moyens de mobiliser les ressources pour assurer le propre développement du continent sur une base durable. Le programme GMES Africa a été lancé en 2016 par l'Union européenne en vue du renforcement des capacités pour l'exploitation optimale des systèmes des données et des technologies d'observation. C'est un programme phare de l'Union africaine dans le cadre de la politique et de la stratégie spatiale du continent. Il est supporté par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros, cofinancé par la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine. Au Sénégal, une cargaison contenant 20 000 décodeurs du chinois StarTime est bloquée par la douane. Selon les médias locaux, ces décodeurs n'auraient pas encore reçu l'accréditation de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ils ne peuvent donc pas être commercialisés sur le territoire sénégalais. Depuis quelques semaines, les autorités sénégalaises sont confrontées à un débat de fond sur les bases juridiques de l'activité de StarTime dans le pays. L'opérateur chinois était à
à l'origine présent dans le pays pour exécuter la partie technique du volet sénégalais du projet chinois visant à fournir la télévision par satellite à 10 000 villages africains. Mais il a également commencé par exercer des activités de fournisseur de télévision payante sur des bases juridiques jugées assez floues par les spécialistes du secteur. Fin de cette actualité du web, à demain. Yasmine Damata, merci pour la revue de l'actualité web. Nous faisons ensemble le rappel de la météo à présent. Voilà, ce sera donc tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête de Maouloud à tous les musulmans du monde entier. Et puisque, évidemment, le monde entier célèbre également l'enfant ce jour, je voudrais partager avec vous cette citation qui dit « Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Un parent doit donc tout faire pour donner à un enfant le sens de la famille. Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Un parent doit donc faire tout ce qu'il peut pour donner à un enfant le sens de la famille. Chose surprenante, eh bien, cette citation, elle nous vient d'un artiste chanteur. Vous le connaissez peut-être, il s'agit d'Elvis Presley. Ensemble donc, en bleu, célébrons l'enfant, mais surtout, œuvrons à préserver les droits de tous les enfants du monde. Bonsoir chez vous.